La paix soit avec vous, donc chronique numéro 10. Alors le thème de cet audio sera comment pouvons-nous être platoniciens de nos jours et comment s'organise la pensée platonicienne dans une analyse de l'actualité, du monde et de la politique en général. Alors, pour planter le décor, je vais bien entendu pas parler de la vie de Platon, car je ne fais pas une émission sur Platon, mais bel et bien sur sa pensée et sur une analyse, je dirais, actualisée de la conception platonicienne du monde qui nous entoure et du monde d'aujourd'hui. Alors pour bien cadrer, je dirais, mon explication, je vais rentrer rapidement dans le vif du sujet notamment. Donc pour Platon, je dirais que les idées font partie du monde. Elles préexistent à l'homme et constituent, je dirais, un mode d'être différent du sensible. Les idées sont éternelles et immuables. L'âme a acquis antérieurement à son entrée dans le corps la connaissance des idées. Elle les a vues, je dirais, en accompagnant les dieux du ciel dans leur course circulaire. Alors les idées sont dans un lieu au-delà du ciel, sans couleur, sans forme. Elles sont au-delà du monde sensible et du monde divin. L'idéalisme de Platon est donc un réalisme. Les idées, qu'on peut traduire par l'essence des scolastiques, existent réellement dans la partie transcendante et immuable du monde. Par exemple, le monde sensible, fluctuant et changeant, est je dirais, une incarnation transitoire et confuse des idées, selon Platon bien entendu. Alors toujours selon Platon, les idées ne sont pas dernières, car elles sont multiples, et la réalité suprême doit être une simple et inconditionnée. Donc finalement, au fond, elle concourt à être une. Et ce principe inconditionné, ultime, est le bien. Alors, me direz-vous, comment l'homme accède-t-il à ces fameuses idées? De même que le sensible n'est pas inventé par la sensation, mais simplement rencontré, de même que l'intelligible est vu par l'œil de l'âme. Je vous renvoie à La République, hein. C'est un ouvrage essentiel pour pouvoir comprendre un petit peu sa conception de l'organisation commune. Alors, dans cet ouvrage qui est intéressant, qui est La République, pour l'illustrer et l'expliquer, Platon reprend la notion de réminiscence socratique. L'âme, par la réflexion, découvre des vérités qu'elle possède déjà. En l'occurrence, le philosophe s'efforce de retrouver la mémoire des idées présentes dans son âme. Cette réminiscence est difficile. Il faut donc, je dirais, une éducation philosophique pour accéder aux idées je dirais, qui est double. Il faut se détourner du monde sensible et entraîner notre âme à se souvenir. Dans ce dessin, il faut d'abord ramener, je dirais, la multiplicité des sensations confuses à une unité, à une simplicité. Le travail intellectuel à effectuer ensuite est double. Il faut aller d'abord des hypothèses vers les conclusions, puis des hypothèses vers leurs principes, c'est-à-dire en fait le principe d'idée, et enfin jusqu'au bien. Chez Platon, par exemple, l'homme est divisé en un corps et une âme. L'âme a trois parties, la raison permettant le savoir et l'intelligence, le courage permettant l'affrontement, la lutte, l'appétit sensuel, dirigeant la nutrition, la reproduction, bref, la conservation. Pour Platon, si
les hommes ont une âme tripartite, il existe des inégalités dans la répartition de ces attributs, voire des dérèglements. Certains sont dominés par la recherche, je dirais, de la gloire, d'autres par leur talent domestique, et d'autres enfin par leur capacité à raisonner justement. Sa vision de la société est adaptée à celle de son temps. C'est une des raisons pourquoi il faut bien comprendre, quand on lit Platon, que cela, bien entendu, est adapté à un contexte. Je pense que, comme tous les grands penseurs, il faut comprendre le contexte de l'époque, mais l'intelligence veut que le lecteur doit bien prendre, je dirais, cette initiative de réactualiser cette pensée aux défis de la société contemporaine. Alors, bien entendu, pour Platon, la population est divisée en deux classes bien distinctes, les esclaves et les hommes libres. Parmi ces derniers, on trouve le peuple et les dirigeants. Sa conception sociopolitique se fonde sur une correspondance entre l'homme et la société. À la domination d'une partie de l'âme correspond une catégorie sociale. Si l'appétit sensuel est plus fort, il forge un homme du peuple, ce qu'on peut appeler plus communément les paysans, les artisans, les commerçants, qui excellent finalement dans la vie domestique. L'âme est dominée par la force et le courage et formera les guerriers chargés d'assurer la défense, ceux chez qui la sagesse et le savoir sont aux commandes de l'âme seront appelés à former les dirigeants et les magistrats. La séparation des rôles est stricte. Les philosophes doivent diriger la cité, les guerriers la défendre et le peuple la nourrir. Bien entendu, je dirais, dans ce cas d'espèce, les esclaves ne comptent pas. Alors, reprenons d'une façon résumée le principe de la cité idéale. Dans la cité idéale, qui est assez aristocratique, reconnaissons-le, les dirigeants nomment, je dirais, les gardiens qui sont responsables de la sécurité et de la gestion de la cité. Ils sont répartis en deux catégories, les gardiens auxiliaires et le gardien parfait ou régent. Le premier, bien entendu, donc le gardien auxiliaire, normalement, sont les plus jeunes, responsables de la sécurité interne et externe. Ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui, comment on pourrait traduire ça? Ce serait finalement au fond la police et l'armée. Et les seconds, les sages, veillant sur la bonne marche, sur l'éthique, sur l'harmonie de la cité, sur l'éducation, qui doit être un monopole de l'État, et elle ne concerne que les enfants, filles et fils des gardiens. Et les gardiens sont obligés de se consacrer entièrement au service de l'État. Ils n'ont droit ni à des richesses matérielles, donc créatrices bien entendu de jalousie et de conflits, ni à des distractions même légères, mettant bien entendu la vertu en péril, ni à des ambitions privées. Ils ont tous en commun le logement, les repas, les femmes, les enfants, et donc à la tête de la cité se trouve un roi philosophe. Alors, bien entendu, ces idées sont reprises dans la politique, mais abandonnées dans les lois. Où finalement, au fond, un conseil nocturne reprend les fonctions de la plus haute autorité, donc la société idéale selon Platon, est statique, car le changement ne peut qu'engendrer le mal et la décadence. La hiérarchie doit être stricte et fixe, elle se justifie du rapport au pouvoir de chaque classe sociale. Le peuple est guidé par, je dirais, l'opinion, qu'on appelle la doxa, et les illusions ne peuvent donc décider rationnellement pour conduire les affaires de la cité. A contrario, les guerriers recherchent la gloire, Platon leur reconnaît une certaine forme de noblesse, mais une irrationalité, car ils se fondent sur leur force physique essentiellement. Enfin, les philosophes sont dans un rapport intime avec le savoir. Ils y consacrent toute leur activité, il est donc logique pour Platon de leur confier les rênes de la cité.
Ainsi apparaît la notion de justice chez Platon. La société juste est celle qui met chacun, donc peuple, guerrier, philosophe, à sa place, telle que les choses doivent être définies. Chez Platon, le régime politique idéal est ce qu'on peut appeler une aristocratie, où le savoir et la raison dominent. Tous les autres régimes, plutocratiques, oligarchiques, démocratiques ou tyranniques, sont le fruit de la décadence et du désordre. L'ordre social a pour origine les idées, situées au-delà du monde terrestre. Dans ce monde des idées, en dernier ressort, au-dessus de toutes les idées, se tient un principe suprême et très général, le bien commun. Ce qu'on appelle, bien entendu, toute la société doit se hiérarchiser pour réaliser sur Terre l'idée du bien. Le philosophe roi est comme le prêtre qui joue le rôle d'intermédiaire entre les idées et le social. C'est ce qui le conduit finalement au fond à proposer un modèle hiérarchisé de la société qui ne relève pas de la volonté humaine, mais de l'application du bien. C'est un modèle social très archaïque. C'est vrai que parfois lié à certaines spiritualités, voire même, n'ayons pas peur de le dire, lié au religieux. Le bien donc on doit s'inspirer, je dirais, pour s'organiser ou pour organiser la société qui, finalement, crescendo, devrait dépasser l'homme. Tant que l'organisation politique de la société reste attachée à son principe et se soumet, in fine, à son rayonnement, l'ordre, non seulement est présent, mais il règne. Si on se détache de ce principe, les éléments de la société entrent en conflit. Alors, pour Platon, l'ordre n'est pas une conquête humaine sur les forces déréglées, il est plutôt au fond du réel. Et cet ordre idéal est révélé aux philosophes par une intuition intellectuelle. Aujourd'hui, nous pouvons essayer d'extirper ces principes, ces fondamentaux, à la lumière des différentes gouvernances, et également copier-coller sur des analyses des différents gouvernements des cités. Et bien entendu, avoir un constat peut-être amer, mais tellement réel, sur la source des déviations. Platon, comme on l'aura compris, développe une morale éthique qui s'applique à l'organisation sociale et à la politique. Sa thèse principale est que le désordre et la tyrannie viennent des vices, qui sont, je dirais, autant sociaux qu'individuels. Ils touchent à la fois la cité et l'âme des individus. Les deux principaux sont l'excès, c'est-à-dire l'excès de désir, et l'avidité, bien entendu. Ce qui en découlera fatalement de l'irrespect des lois. Et je dirais que tous deux sont dus à l'ignorance et au manque d'éducation. Aujourd'hui, c'est ce qui peut en ressortir dans cette société globalisante d'une économie de marché dont peu ou prou comprennent réellement, mais qui finalement en vivent les signes avant-coureurs. Alors, il évoque aussi constamment un ressort générationnel, le rapport des jeunes aux aînés, du fils au père. On verra que la décadence ou de décadence en décadence, le rapport se dégrade jusqu'au parricide. Pour évoquer finalement cette décadence, on ne peut se référer dans la suite, je dirais, à l'article de la République, le livre 8, cité selon ce qu'on peut appeler les numérotations traditionnelles. Alors, pour revenir aux vices et aux perversions qui produisent, je dirais, de la dysgénie dans les gouvernements, qui aboutit aux 4 cités injustes, que Platon appelle tout d'abord la timarchie, ensuite l'oligarchie, bien après la démocratie, et bel et bien la tyrannie.
Alors, citons-le à ce sujet. Donc, deux points, ouvrez les guillemets, Platon dit « Si donc il y a 5 espèces de cités, les caractères de l'âme chez les individus seront aussi au nombre de 5. Sans doute, celui qui répond à l'aristocratie, nous l'avons déjà décrit. Et nous avons dit avec raison qu'il est bon et juste, nous l'avons décrit. Ne faut-il pas, après cela, passer en revue les caractères inférieurs, d'abord celui qui aime la victoire et l'honneur, formé sur un modèle du gouvernement, de la Lacédémone, ensuite l'oligarchie, le démocratique et le tyrannique. Quand nous aurons reconnu quel est le plus injuste, nous l'opposerons au plus juste. Et nous pourrons alors parachever notre examen et voir comment la pure justice et la pure injustice agissent respectivement sur le bonheur ou le malheur de l'individu. Afin de suivre la voie de l'injustice, si nous laissons convaincre par la Thrasymachie ou celle de la justice, si nous cédons aux raisons qui se manifestent déjà en sa faveur, parfaitement, dit-il, c'est ainsi qu'il faut faire. Et puisque nous avons commencé par examiner les mœurs des États avant d'examiner celles des particuliers, parce que cette méthode fut plus claire, nous devons pas maintenant considérer d'abord le gouvernement de l'honneur, comme je n'ai pas de nom usité à lui donner, je l'appellerai timocratie ou timarchie. Passer ensuite à l'examen de l'homme qui lui ressemble, puis à celui de l'oligarchie et de l'homme oligarchique. De là, porter notre regard sur la démocratie et l'homme démocratique. Enfin, en quatrième lieu, en venir à considérer la cité tyrannique, puis l'âme tyrannique. Fermez les guillemets. Alors, qu'est-ce qui en découle finalement au fond? Réfléchissons un peu. Les interactions envisagées se passent entre les dirigeants et puis, à partir de la démocratie, entre les dirigeants et le peuple. Les esclaves, c'est-à-dire la majorité de la population, sont exclus du jeu. Aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous vivons, il y a beaucoup d'esclaves qui s'ignorent. Ils ont peut-être le statut d'affranchis, mais ils sont devenus des esclaves puisque privés, finalement au fond, de la part du gâteau de certains, faisant l'éloge de l'économie de marché, puisque, bien entendu, profitant de cette économie. Alors, parlons de cette décadence de la timarchie ou de la timocratie, comme l'intitule bel et bien Platon. On pourrait définir la timarchie comme un gouvernement mixte, fondé encore sur la loi et l'ordre, mais en même temps sur une certaine servitude, et bien entendu, la guerre. Nous pouvons qualifier ça comme un régime autoritaire et guerrier. Vous savez ce que les Américains appellent un peu le soft power. Les enfants dégénérés des aristocrates forment une génération nouvelle, moins cultivée, de laquelle sortiront des chefs, peu propres à veiller sur l'État. Arrivés à l'âge d'homme, ils sombrent dans leurs mauvais penchants et cherchent à s'enrichir et en jouir. Il s'ensuit une discorde avec les aristocrates, étant les garants de l'éthique, et restant bien entendu en lutte, après lequel deux clans se partagent les biens du peuple et le réduisent en servitude. Le goût du lucre gagne les gardiens, qui ne font plus leur devoir. De tels hommes seront avides de richesse, à l'exemple du sommet, comme les citoyens des États oligarchiques. Ils adoreront farouchement dans l'ombre l'or et l'argent, car ils auront des magasins, des trésors particuliers, où ils tiendront leurs richesses cachées et aussi des habitants entourés de murs, véritablement nids privés, dans lesquels ils dépenseront largement pour des femmes et pour qui bon leur semblera. La guerre, bien entendu, inévitablement, va s'ensuivre, hein, comme moyen de satisfaire cet appétit des biens.
en s'emparant de celui des cités voisines. Pour mener cette guerre, on n'appellera plus, je dirais, on n'appelle plus de sages, mais des aventuriers rusés, intelligents, malins. Et à la tête de cette cité, on valorisera l'honneur guerrier, la malicité au détriment de l'intelligence. C'est le règne de la rivalité, de l'ambition. Cette cité a une organisation intermédiaire entre l'aristocratie et l'oligarchie, car elle garde une partie des traits de l'ancienne et prend une partie de la suivante, mais elle est surtout marquée par une rivalité et l'importance de la guerre. Les traits qui caractérisent le timocrate sont le courage, l'ambition, l'amour des honneurs, la fierté personnelle. Il est avare et tourné vers l'activité physique, la chasse, la guerre. C'est le fils d'un père, homme de bien mais déchu. On en arrive finalement au fond à la deuxième décadence, qui est l'oligarchie. Tiens, tiens. Alors, comment Platon comprend le terme d'oligarchie? Pour lui, il désigne un gouvernement fondé sur je dirais, sur le sens, euh, où les riches commandent les pauvres et ne participent pas au pouvoir. Ce que nous avons un petit peu aujourd'hui. Le goût des richesses s'accentue, bien entendu, l'appétit et l'appât du gain, la pratique du négoce devient finalement le mobile principal, qui est invoqué par beaucoup dans l'injonction de faire le tout capitaliste, comme étant l'idéologie par excellence qui ne peut que fonctionner puisque les autres ont été dévoyés ou mis au rabais de l'histoire. On amasse, on thésaurise. Platon dit, deux points ouvrez les guillemets, les citoyens se découvrent des sujets de dépenses, et pour y pourvoir, ils tournent la loi et lui désobéissent, eux et leurs femmes. Ensuite, j'imagine l'un voyant l'autre et s'empressant de l'imiter, la masse finit par leur ressembler. Vous savez, l'effet de miroir. Puis il se produit une inversion des valeurs entre richesse et vertu. Plus ils ont d'estime pour la richesse, moins ils en ont pour la vertu. Quand la richesse et les riches sont honorés, dans une cité, la vertu et les hommes vertueux y sont tenus en moindre estime. Rappelez-vous ce que disait le général de Gaulle. La France n'a pas besoin seulement de valeurs, mais elle a besoin de vertu. Alors, le gouvernement oligarchique adopte le sang comme mesure d'aptitude au pouvoir. Et les oligarques, ce qu'on appelle les plutocrates, comme le disait si bien Socrate, prennent complètement le pouvoir dans la cité. Deux clans se forment, les riches et les pauvres. Les seconds sont les plus nombreux, car presque tous les citoyens le sont à l'exception des chefs. Qui plus est, toute cité où il y a des pauvres recèle aussi des filous, des escrocs, des bandits, des voleurs de grands chemins, des voleurs de poules, des coupe-bourses, des hiérorsules, et des artisans de tout crime en tout genre, des manufactures, de la criminologie, des fameux pieds nickelés où on ouvre les coffres et on tombe les chiens. Bien entendu, tout ce petit monde est contenu par les autorités et délibérément par la force. La société se divise en deux classes, celle des pauvres et celle des riches. Le trait de caractère de l'oligarchie est l'avidité, l'avarice, la passion du gain. Il suit d'abord son père, puis s'en détourne en le voyant brisé par la cité. Nous en arrivons à la troisième décadence, qui est, je pense, le haut niveau, qui est la démocratie. Alors, la démocratie, le gouvernement par le peuple, de presque tous les hommes libres de la cité, rappelez-vous nos adages, la démocratie c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Donc dans la cité plutocrate, lorsque les gouvernements ou les gouvernants et les gouvernés se trouvent ensemble, les pauvres robustes constatent la faiblesse des riches
et les sentent à leur merci. Le rapport des forces s'inverse et la démocratie apparaît lorsque les pauvres, ayant remporté la victoire sur les riches, massacrent les uns, bannissent les autres, et partagent bien entendu également avec ceux qui restent le gouvernement et les charges publiques. La démocratie s'établit soit par la voie des armes, soit par la crainte qui oblige les riches à se retirer. Le premier temps, je dirais que les premiers temps sont généralement pleins d'ambition, pleins d'espoir. Bref, ils sont assez heureux. En premier lieu, n'est-il pas vrai qu'ils sont libres et que la cité déborde de liberté et de franc-parler retrouvé et qu'on y a la licence de faire ce qu'on veut. Or, il est clair que partout où règne cette licence, chacun organise sa vie de la façon qui lui plaît. On trouvera donc, j'imagine, des hommes de toutes sortes dans ce gouvernement plus que dans aucun autre. Malheureusement, la démocratie favorise l'émergence d'un homme qui ne sait plus hiérarchiser ses désirs et qui va à l'excès, l'égalité, la liberté, le désir, etc. Donc, elle s'installe, je dirais, dans une société qui égalise toutes les valeurs en ignorant les êtres d'exception, par exemple. Le gouvernement dispense une sorte d'égalité, aussi bien à ce qui est égal, à ce qui, bien entendu, à ce qui ne l'est pas. Ce que la démocratie regarde comme son bien suprême, c'est la liberté qui finalement au fond se perd car s'installe une indifférence pour le reste et l'anarchie se met en place. Les jeunes qui n'ont pas d'éducation, ni appris la tempérance et la réflexion et la distance, qui voient ces valeurs rejetées, cèdent au désir superflu sans limite, goûtant au hasard de tous les plaisirs qui se présentent. Bien entendu, parlons par exemple du renversement du rapport générationnel qui automatiquement va s'installer, dont le père s'accoutume à traiter son fils comme son égal et à redouter ses enfants, que le fils s'égale à son père et n'a ni respect ni crainte pour ses parents. Le maître craint ses disciples et les flatte, et les disciples font peu cas finalement au fond des maîtres et des pédagogues. Les vieillards de leur côté s'abaissent aux façons des jeunes gens, car recyclés, déclassés. Rappelez-vous, beaucoup d'hommes politiques aujourd'hui qui ont tellement peur d'être ingardisés en deviennent ridicules quand ils essayent d'avoir des attitudes de jeunisme. Finalement, les jeunes méprisent les lois parce qu'ils ne reconnaissent plus au-dessus d'eux l'autorité de rien ni de personne. Le démocrate, effectivement, a cet aspect d'ignorant, intempérant, plein de passion et d'appétit, gouverné par des désirs superflus. Les aînés ne sont plus un modèle pour lui, et en définitive, nous tombons in fine dans ce qu'on appelle la conception de la tyrannie. Alors, la tyrannie, qui est le stade suprême, je dirais, de tout ce que je viens d'énoncer, qui en fait, qui s'organise par un mode de gouvernement d'un seul, où le tyran finalement au fond contrôle tout de manière autocratique, je dirais, la démocratie conduit à des excès en tout. Excès d'égalité, excès de liberté, excès de désir, et cette situation finit par faire peur aux dirigeants les plus riches. C'est là où ils décident donc d'employer tous les moyens qui seront en leur pouvoir afin de maîtriser le peuple. Ils vont le dominer, bien entendu, en l'abusant, en lui faisant progressivement perdre tout sens critique. Les autres dirigeants, de leur côté, finalement, les accusent bien, mais ils ne désirent point de révolution. Vous savez, c'est un peu la dernière phrase assez importante de Julien Freud concernant les élections françaises où nous sommes dans cette logique-là. Et finalement, au fond,
Comme il n'y a plus de désir de révolution, de conspirer contre les peuples et d'être finalement au fond où l'oligarchie a les reins plus que solides, dès lors se sont produits procès et luttes entre les uns et les autres. À la fin, lorsqu'ils voient le peuple, non par mauvaise volonté, mais par ignorance et parce qu'il est trompé par leurs calomniateurs, essaie de leur nuire. Alors, qu'ils le veuillent ou non, ils deviennent de véritables oligarques. Ensuite, le peuple finira par apprendre qu'il est, je dirais, euh, humilié, dont la haine de soi est devenue son leitmotiv, prendra l'habitude, je dirais, de mettre sa tête dans la confiance d'un homme dont il nourrit et accroît la puissance. Ce tyran finira inéluctablement par s'enivrer peu à peu de son pouvoir. Dans les premiers jours, on pourra constater que son pouvoir, qui sera grandiloquent, sera flatté, car les pauvres, rappelez-vous Sarkozy, hein, dans son discours à l'égard des pauvres et à l'égard des riches, où la flatterie était à tous azimuts. Donc effectivement, cette flatterie qui aura pour conséquence, et je le redis, de flatter les riches et les pauvres, mais très rapidement, d'une façon assez subtile, tel un loup, il ne saura s'abstenir du sang des hommes, de sa tribu, les accusant injustement et les traitant devant les tribunaux. Il fomentera, bien entendu, fomentera alors une sédition contre les riches pour réduire leur pouvoir. Ceux-ci, finalement alertés, chercheront à comploter afin de le faire disparaître, mais ce dernier décidera de s'entourer d'une garde rapprochée, créer sa propre dynastie, étant tenu par une nouvelle bourgeoisie qui s'enrichiront grâce à son pouvoir, et puis, en définitive, aura su s'octroyer le pouvoir absolu de se protéger. Alors le tyran, nous rappelle Platon dans les premiers jours, sourira et fera bon accueil à tous ceux qu'il rencontrera, et qu'il n'est pas absolument un tyran, mais un homme de bien. Il promettra beaucoup, en particulier en public, remettra des dettes, on partagera des terres au peuple et à ses favoris, affectera d'être doux et affable envers tous. C'est ce que Platon dessine justement sur sa conception du tyran. Mais dans la deuxième phase, il suscitera des guerres pour que le peuple ait besoin de guerre soit détourné des véritables enjeux, et que pour les citoyens appauvris par les impôts soient obligés de songer à leurs besoins du quotidien, tels qu'aujourd'hui les individus ont le nez sur le guidon, et finalement conspirent moins contre lui pour que certains qui ont l'esprit trop libre pour lui permettre de commander, puisque se faire tuer en étant livré au coup de l'ennemi, il se comportera alors comme le mauvais médecin, car finalement, que le bon fait de disparaître de ce qu'il y a de mauvais en laissant ce qu'il y a de bon lui fera le contraire. Et il videra peu à peu, je dirais, la cité de ses meilleurs éléments pour permettre au contraire en évidence ceux qui sont de piètre de qualité morale ou intellectuelle d'être représentés. Et ces derniers auront pour souci de honnir les véritables lanceurs d'alerte, ceux qui ont, je dirais, la conception éthique. Et le tyran est également, je dirais, un orgiaque, puisque voleur, comploteur, rusé, décadent, il tuera même son père si le besoin s'en fait sentir. Et
fera en sorte de mettre une distance aussi avec ses descendants, car n'oublions pas que pour Platon, le tyran est un parricide. Alors finalement, au fond, pour tirer un enseignement de Platon, il faut bien sûr faire abstraction de son interprétation métaphysique du politique. Son idée d'une société rendue juste par la stricte hiérarchie des trois composantes, je dirais anthropologique, raison, courage, appétit et sensuel, donc incarnée par des castes hiérarchiques, ce qui permettrait à la réalisation du bien, paraît archaïque. Ceci étant, ces descriptions empiriques sont d'une étonnante actualité. À ceux qui existent de nos jours, comment est-ce possible compte tenu de la distance historique? Et c'est en cela que je dis qu'il est important de lire les pères fondateurs. On peut faire l'hypothèse d'une permanence des passions humaines, et des procédés pour manipuler les masses, et donc des régimes politiques qui finalement découlent. Je dirais qu'il y a une identité relative des problèmes de vie en société malgré la différence d'époque. On pourrait à ce titre prendre la République comme une fable morale nous invitant à réfléchir sur notre société. Que retenir dans cette fable sociopolitique? Nous nous limiterons à deux aspects, les mœurs et les régimes politiques. Essayons de regarder un peu plus près ce qui, je dirais, nous intéresse. Ben, quand on parle, par exemple, des us et coutumes de ces individus, la passion pour l'argent, les biens, les honneurs est toujours la même finalement au fond. Cette aspiration n'a pas vraiment changé. De tels hommes seront avides de richesse, ils adoreront farouchement dans l'ombre l'or et l'argent, car ils auront des magasins, des trésors particuliers où ils tiendront leur richesse cachée. Et aussi, bien entendu, des habitations entourées de murs véritables, des nids privés dans lesquels ils dépenseront largement pour des femmes et pour qui bon leur semblera finalement au fond rien n'a changé. On constate également que la balance entre richesse et vertu joue toujours. Quand la richesse et les riches sont honorés dans une cité, la vertu et les hommes vertueux sont tenus en moindre estime. De nos jours, plutôt que de choisir le bien public, les jeunes s'orientent vers des professions plus lucratives. C'est frappant pour les jeunes ingénieurs de haut niveau qui finalement détestent tous les services publics et qui finalement au fond désertent les grands travaux pour la finance. L'appétit également combiné du lucre s'accompagne toujours d'un mépris de la moralité, détournement de fonds, de biens sociaux, prise illégale d'intérêt, emploi fictif, pots de vin, corruption, etc. Les affaires sont innombrables. Ceci est accentué par le fait que les citoyens se découvrent des sujets de dépenses et donc pour y pouvoir. Ils tournent la loi, ils lui désobéissent, eux et leurs femmes. C'est ce que l'on observe de nos jours. Bien entendu, l'effet d'entraînement est toujours aussi fort, l'un voyant l'autre et s'empressant de limiter la masse qui finit par leur ressembler finalement. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur l'effet de miroir. Nous avons aussi le conflit intergénérationnel. Je prends par exemple le jeunisme, que l'on pourrait croire vraiment de notre temps, puisqu'il est apparu dans les années, allez, grosso modo, 1970-80. Existait déjà, il y a à peu près 2000 ans. Les vieillards, de leur côté, s'abaissent aux façons des jeunes et se montrent pleins d'enjouement et de bel esprit, imitant la jeunesse, de peur de passer pour ennuyeux, voire de ce qu'on appelle aujourd'hui ringardisé. Est-ce un signe de mutation sociologique? On déplore avec instance, depuis une vingtaine d'années, les malheurs de l'éducation nationale, ce qui est un fait réel. Les profs sont malmenés, les autorités contestées par les élèves et leurs parents, le niveau insuffisant d'éducation, les programmes non bouclés, les classes intenables, voire surchargées, et bien qu'ils ne sont pas propres à notre époque, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque les pères s'habituent à laisser faire les enfants, cela aboutit inévitablement à un désordre. Mais quant au désir effréné, superflu, tant dénoncé par Platon, il est typique de notre époque, de notre société de consommation,
Fier à qui de bord, par son idéologie, sa publicité engendre un maximum d'envie de toutes sortes. De nouveaux désirs superflus et dispensieux apparaissent. Sans cesse, nous n'avions même pas idée avant qu'elle soit mise sur le marché. Le consommateur est bien comme le bourdon parasite de la ruche, livrant le commandement de son âme au plaisir qui se présente, jusqu'à ce qu'il en soit rassasié et passe ensuite à autre chose. Enfin, la tendance procédurière qui se développe en Europe et qui semble venir encore une fois des États-Unis était déjà là au temps de Platon. Dès lors, ce sont poursuites, procès et luttes entre les uns et les autres. Malheureusement, la politique n'y a pas échappé. La démocratie politique, telle que nous la connaissons en Europe, n'est pas propice à la tyrannie. Au contraire, elle tente de limiter les ambitions démesurées des uns et des autres. On peut constater dans le dérapage en Allemagne en 1933, après la République de Weimar, a rendu prudent, de nos jours, nos démocraties sont en passe de devenir des oligarchies, si ce n'est pas déjà fait. Reprenons la définition de Platon. L'oligarchie est un gouvernement où les riches commandent les pauvres, ne participent pas au pouvoir, or c'est bien ce qui se passe. Sauf que l'oligarchie qui se met en place actuellement n'est pas directement politique, elle passe par l'économie. Ce qui est une nouvelle donne. Elle diffuse dans la politique, via le lobbyisme, la corruption, la connivence, l'intérêt. Il suffit de regarder un petit peu comment s'organisent les appels d'offres. En matière de marché, c'est bien un pouvoir censitaire, masqué, qui s'installe partout en Europe. On peut dire que les détenteurs des capitaux dirigent l'économie et par voie de conséquence une bonne partie de la vie quotidienne des peuples. Ils ont des droits, certes, que les citoyens et même les politiques n'ont pas. La grosse différence est que maintenant cette oligarchie ne prétend pas gouverner une cité, mais le monde entier. Si on le reprend le repérage de Platon, nos États occidentaux sont dans une situation intermédiaire entre la démocratie et l'oligarchie. L'offensive ultralibérale, si rien ne vient, je dirais, contrer, est en train de les faire basculer vers l'oligarchie, ce que Socrate en son temps appelait la plutocratie. On remarque aussi que les procédés politiques et les dirigeants sont les mêmes afin de maîtriser le peuple. Finalement, au fond, ils concourent tous à un même, je dirais, à une même entreprise, je dirais même à des moments à un même salariat, puisqu'employés souvent dans le domaine bancaire. Ils vont dominer en l'abusant, en lui faisant progressivement perdre tout sens critique. C'est le rôle des médias, qui ne sont que leurs bras séculiers et des chiens de garde, de diffuser une idéologie et, je dirais, et d'incessantes distractions qui ne donnent pas l'occasion au peuple de se rendre compte de la réalité socio-économique et des actions du pouvoir politique. Le mensonge est toujours de mise, promettre beaucoup de choses en particulier, en public, donner des avantages fiscaux à ses soutiens, affecter d'être affable envers tous. On retrouve effectivement des ressemblances dans les procédés des hommes politiques aujourd'hui, surtout en cette période, je dirais, de troubles philosophiques. Alors un des écueils de la démocratie est là, une partie de la population se laisse berner par les propos fallacieux des politiques, car elle est dans la doxa, dirait Platon, même ce que en son temps a appelé également Michel Clouscar. Donc l'opinion d'une bonne partie de la population n'a pas la capacité de connaître la réalité socio-économique par manque de temps, de connaissances, d'intérêt, à cause de l'enfumage idéologique permettant bien entendu de distiller par les médias au service du pouvoir en place. De plus, toute cité où il y a des pauvres scelle aussi des filous, comme je l'ai expliqué précédemment. Donc aujourd'hui, une certaine forme de criminalisation des petits, que ce soit les petits commerces qui ont besoin de faire des doubles comptabilités, ou d'essayer finalement au fond d'éviter certaines impositions que les organisations d'État ont mis en place. Et on reconnaît le problème également de police qui se pose toujours à l'identique. Est-ce que la police finalement au fond est là pour servir
le peuple, ou est-ce qu'elle est là pour le protéger, ou est-ce qu'elle est garante finalement au fond? Rappelez-vous, Sarkozy donnant l'ordre, suite à des entreprises qui n'avaient pas été rachetées ou délocalisées, donnant l'ordre aux services de police d'emmener les machines afin qu'ils puissent être acheminés dans des pays où les coûts sont moindres et devant, bien entendu, la liesse populaire dont son outil lui avait été retiré. Alors je dirais qu'effectivement, aujourd'hui, en ce qui concerne la science et la technique, il n'y a plus aucune commune mesure entre le temps de Platon et le nôtre. Par contre, sur le plan des mœurs et de la politique, finalement, au fond, rien n'a changé. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté sur cette analyse strictement personnelle de l'esprit platonicien de nos jours, et je vous dis à la prochaine chronique.